Il y a quelque temps, j'ai fait une rencontre inattendue. J'ai rencontré un étudiant qui, à première vue, paraît plutôt ordinaire, à tel point que vous auriez pu passer à côté de lui sans jamais le remarquer. Pourtant, en discutant avec lui, j'ai découvert quelque chose de surprenant. Celui-ci se définissait comme être un mâle sigma. Je sais ce que vous pensez. Vous auriez sûrement pris vos distances, mais par curiosité ou peut-être par empathie, j'ai décidé personnellement de rester et de l'écouter. Très vite dans notre discussion, il a commencé à me parler d'un certain David Goggins. Un homme qui prône l'idée de repousser ses limites, de transcender la douleur et de se libérer du conformisme. Il était passionné, absorbé par ses valeurs de résilience. Et pourtant, derrière cette fascination pour la performance, j'ai commencé à voir autre chose. Une autre facette, plus inquiétante. J'ai commencé à voir cet appel à se suffire, cet appel à être son propre maître. On ne cesse de nous dire que de devenir indépendant et de se perfectionner est la meilleure voie à suivre. Vous le voyez partout, dans les livres, sur les réseaux sociaux, dans les discours de motivation. Mais est-ce qu'on s'arrête un instant pour se demander pourquoi ? Pourquoi avons-nous si urgemment besoin d'être le meilleur, de se dépasser ? Pourquoi ce besoin est-il devenu une telle obsession ? Et ce n'est pas qu'une simple tendance, c'est un changement profond dans notre manière de vivre et de penser. Un changement influencé par des siècles et des siècles de philosophie, mais aussi par nos nouveaux systèmes économiques, nos nouvelles technologies. Et si je suis honnête, je ressens aussi cette contradiction. Je ressens cette envie de me transcender, de devenir ou d'incarner quelque chose que personne ne pourra jamais être. Mais plus j'y réfléchis, ou plutôt moins j'arrive à comprendre pourquoi. Mes sentiments qui m'ont poussé à penser comme ça et à vouloir me dépasser, ce sont des choses qui sont finalement très communes. Je pense que je ne suis pas le seul à me sentir entouré de gens tout en étant désespérément seul. À chercher un sens dans ce qui semble être une quête sans fin, à osciller entre un bonheur insaisissable et une douleur qui pèse lourd. Mes problèmes, ou plutôt nos problèmes, ils sont tellement complexes. Pourquoi croyons-nous que simplement devenir meilleur va tout régler ? Je vois des personnes se débattre, se convaincre qu'elles n'ont qu'un seul adversaire. Cet adversaire, c'est elles-mêmes. Elles poursuivent cette idée de devenir meilleur, de se transcender tout en cherchant à atteindre un idéal qu'au final personne autour d'elles ne peut vraiment devenir. Mais à quoi bon ? À quoi bon tout cela, si au final cette quête ne fait que nous éloigner les uns des autres ? Si, dans cette recherche de perfection, nous ne faisons que creuser notre propre solitude ? À quoi tout cela sert-il vraiment ? Cette solitude porte un nom, l'individualisme. Ses racines plongent dans le siècle des Lumières, à une époque où les penseurs ont commencé à remettre en question les autorités religieuses et sociales. Mais bon, je ne vous apprends rien. Avant cela, cependant, l'individu en tant que tel n'existait pas. Le groupe primait, toujours. L'homme ne pouvait s'émanciper qu'à travers le collectif. Ce collectif, malgré ses défauts, nous offrait des réponses, des refuges. Mais les Lumières nous ont donné la liberté de nous confronter à nous-mêmes, sans mythe et sans réponse facile. Et ainsi, nous sommes devenus perdus. Nietzsche, dans son essai « Et ainsi parla Zarathustra », nous donne une image pour cette situation. Dieu est mort. Et dans ce vide laissé par l'absence de figure divine, par l'absence de réponse collective, certains, comme cet étudiant, se tournent vers ce qu'ils peuvent trouver. Des philosophies narcissiques, des communautés de haine, des cycles sans fin de sédation, ou parfois même une dévotion aveugle, qui malgré tout, personnellement m'inspire un certain respect.
Mais si on prend du recul, qui pourrait les blâmer ? Comme le disait Thomas d'Aquin, la philosophie naît de l'émerveillement, tout comme les mythes. Et les mythes, eux, évoluent. Avec chaque époque, nous forgeons de nouvelles histoires, de nouvelles philosophies, qui répondent à nos peurs et à nos insécurités. Aujourd'hui, nous sommes invités à suivre des idéologies qui nous promettent une vie pleine de sens. Mais à quel prix ? Prenons Nietzsche et son surhomme, souvent déformé pour justifier la domination, la réussite à tout prix. Pourtant, le surhomme de Nietzsche n'est pas cet être égoïste et impitoyable que certains décrivent. Pour Nietzsche, le surhomme transcende les valeurs. Il crée ses propres règles. Mais cette transcendance n'est pas une quête solitaire, ni une quête de pouvoir. Ce qu'il propose, c'est une transformation profonde et complète de l'individu, une libération des conditionnements sociaux. Finalement, c'est une quête d'authenticité, qui se fait non pas dans l'isolement, mais dans un rapport sincère avec les autres. Malheureusement, l'homme qui émerge des philosophies modernes et de nos mythes modernes n'est qu'une version déformée et creuse du surhomme. C'est une caricature. Comme le souligne Byung-Chul Han, un philosophe contemporain, nous vivons dans une société de la fatigue. Nous sommes devenus nos propres bourreaux, obsédés par l'idée de maximiser notre potentiel. Et ce parfois, au point d'oublier que nous ne sommes jamais totalement autonomes. Nous sommes interdépendants. La liberté que nous croyons posséder s'est transformée en une cage invisible. Nous sommes devenus des entrepreneurs de nous-mêmes, piégés dans une compétition incessante avec les autres, mais aussi et surtout avec nous-mêmes. En réalité, cet individualisme n'est pas la liberté tant attendue. C'est une nouvelle forme d'aliénation. C'est une nouvelle solitude. Et c'est cela que notre société, sans même le dire, attend de nous. Que nous soyons perpétuellement engagés dans une quête de soi, dans une illusion de contrôle, une cage dorée qui nous promet réussite, richesse et célébrité. Mais tout ça, je vous le demande, à quel prix ? Michel Foucault nous donne une dimension intéressante à ce problème. Avec ces technologies du soi, il met en lumière comment la société nous pousse à nous surveiller nous-mêmes, à nous confronter à des normes invisibles. Ce qui semble être un choix personnel n'est en réalité qu'un produit des mécanismes de contrôle sophistiqués qui influencent notre perception du monde et de nous-mêmes. Les conséquences de cette obsession du soi, elles sont bien visibles. L'isolement croît, les inégalités se creusent et les liens humains s'érodent. Les réseaux sociaux, censés nous rapprocher, nous emprisonnent dans des bulles où chaque geste, chaque mot, chaque action est évalué et jugé. Le collectif, autrefois source de solidarité, se désagrège. Nous ne sommes plus une communauté, mais une somme d'individus en perpétuelle compétition. Et pourtant, ce problème semble être occidental. Je m'explique. Récemment, j'ai eu l'occasion d'aller visiter la Corée du Sud. Là-bas, même la simple organisation des rues révèle un contraste saisissant. Celui du neuf contre l'ancien, du jeune contre le traditionnel, de l'individualisme émergent face au collectivisme ancré. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait une réalisation. Je ne suis pas, et vous n'êtes pas, le centre du monde. L'extrême valorisation de l'individualisme, c'est avant tout une caractéristique de nos sociétés occidentales. En Asie, et notamment en Corée, c'est le collectif qui prime. Le groupe transcende l'individu. La réussite ne se mesure pas seulement à travers les accomplissements personnels, mais par l'harmonie sociale. Là-bas, la coopération, la solidarité et le respect des hiérarchies, ce sont des valeurs centrales. Bien sûr, ce modèle a ses limites. La pression sociale pour se conformer peut être immense, parfois au détriment de l'individualité. Pourtant, il offre une vision d'une société plus soudée, où le succès de l'un dépend du succès de tous. Contrairement à nous, en Occident, où chacun cherche à se démarquer, ces sociétés nous rappellent que le collectif peut être une source de force et de sens. Et que bien que nos sociétés soient différentes, de par leur culture
ou leur distance, que ce soit à l'ouest ou à l'est, ces extrêmes qui régissent nos sociétés. Ces extrêmes sont l'indicateur fondamental que nous pouvons créer un juste milieu, que nous pouvons définir, ou plutôt redéfinir, ce que c'est que de vivre seul et en communauté. Mais alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est que faire ? Que faire face à cette montée de l'individualisme ? Que faire face à cet isolement et cette auto-exploitation dans laquelle nous nous enfonçons peu à peu ? Pour moi, la base de cette réponse, elle se trouve certainement pas, en tout cas, dans l'individualité. Et encore moins dans l'isolement. Pour moi, la base de cette réponse, elle se trouve dans un retour à l'autre. Mais c'est qui l'autre ? L'autre, c'est celui ou celle qui, comme nous, traverse les mêmes épreuves de la vie. Il essuie des échecs, il essaie, il se remet en question, et puis, inévitablement, il réussit. C'est celui ou celle qui, comme nous, existe au milieu de toutes ces contraintes. Pourtant, nous avons trop souvent à vivre comme si ces personnes évoluaient en parallèle de nous. Nous avons trop tendance à les voir évoluer comme des simples pantins à côté de nous, alors que nous devrions les voir comme une expérience qui peut être liée à la nôtre. Mais avant de pouvoir retrouver cette solidarité, nous devons faire quelque chose urgemment. Nous devons revisiter nos mythes. Qu'est-ce que ça signifie réussir ? Qu'est-ce que ça veut dire être heureux ? Nous devons de refaire ces définitions, car aujourd'hui nous sommes submergés par des images de succès qui reposent uniquement sur l'individualisme, sur la carrière, la richesse, les possessions. Comme Byung-Chul Han l'explique, cette obsession pour la performance, elle épuise et elle aliène. Il est urgent qu'on redéfinisse véritablement ce que ça veut dire être heureux. Par exemple, si nous continuons à mesurer le bonheur uniquement par la réussite professionnelle, nous excluons l'importance des relations humaines dans notre bien-être. Le bonheur ne se trouve pas dans un accomplissement solitaire, mais véritablement dans un effort collectif, dans une quête partagée. Et pour moi, l'une des bases justement du bonheur, c'est l'effort collectif. Prenons un exemple. Si les moments de bonheur dans votre vie les plus intenses sont les moments partagés, c'est simplement parce que les moments individuels ne sont pas à la hauteur. Car en effet, peu importe si ces moments sont synonymes de douleur ou de bonheur, ils seront toujours plus intenses avec les autres. Et que ce soit gagner un match en équipe, mener à bien un projet en commun, ou même simplement un repas de famille, ces moments seront toujours mieux parce qu'ils sont marqués par la présence de l'autre. Et cette présence de l'autre, c'est dans les moments où on la remarque qu'on a accès à un bonheur authentique, un des nombreux, mais pourtant un des plus réels. Alors qu'au contraire, l'individualisme, lui, nous mène à l'isolement. Nous sommes persuadés qu'en réussissant seuls, nous atteindrons une paix intérieure. Mais cette quête centrée uniquement sur soi nous prive de l'une des plus grandes richesses de l'existence, celle des autres. Pourtant, l'existence n'est pas si mal faite que ça. Car dans cette complexité, nous avons eu un cadeau. Nous avons eu un cadeau très particulier. Nous avons reçu une fatalité. Ou plutôt une fatalité commune. Je m'explique. L'existence nous a offert d'autres êtres qui, comme nous, vivent et souffrent des mêmes choses. Et beaucoup d'entre nous ont du mal à le réaliser, mais ces autres êtres-là sont le plus beau cadeau que l'existence nous ait jamais fait. L'existence nous offre des êtres aussi différents que semblables à nous. En nous ouvrant à ces personnes et en les rencontrant, et en essayant de les comprendre, nous nous offrons une opportunité. Nous nous offrons l'opportunité de ne pas affronter la vie seule. Et elle réside là, ma solution. Mon ultime solution, c'est que pour vivre pleinement, il ne suffit pas d'être seul face à ces objectifs. Il faut être deux, et plus encore, il faut être ensemble. Car au final, dans un voyage, ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas la destination ou même le voyage en lui-même. Le plus important, c'est la compagnie.